La méditation n'est pas la prière. La prière implique la supplication, le plaidoyer, et c'est extrêmement enfantin. Vous ne priez que lorsque vous vous trouvez en difficulté. Un homme heureux ne prie pas. Seul l'homme qui souffre dit, l'homme qui veut quelque chose ou qui a peur de perdre quelque chose. Et la contemplation, telle que pratiquée par les Occidentaux, ce n'est pas non plus la méditation. Remarque, s'il vous plaît, que j'ai utilisé le mot uniquement comme moyen de communication. Pour moi, il n'y a pas de division entre l'Est et l'Ouest, et une telle division est absurdement nationaliste et pernicieuse. Ce qu'on appelle généralement la contemplation implique un centre d'où contempler. Cela signifie vous mettre dans un état approprié pour recevoir, accepter. Et cela, encore une fois, n'est pas la méditation. Pour lancer les fondements de la méditation, il faut comprendre tout cela, afin qu'il n'y ait aucune peur, aucune détresse, aucune raison, aucun effort d'aucune sorte. Mais si vous arrêtez de forcer parce que quelqu'un vous dit qu'il ne devrait pas le faire, dans ce cas, il essaie de produire cet état, là où il n'y a pas d'effort. Et cet état ne peut pas être produit. Vous devez comprendre toute la structure de l'effort, car ce n'est qu'alors que vous aurez lancé les bases de la méditation. Cette base n'est pas fragmentaire, pas quelque chose qui est progressivement construit avec pensée, désir de succès, d'épanouissement ou d'espoir à vivre quelque chose de plus large et plus supérieur. Tout cela doit cesser. Et lancer cette base, le cerveau devient alors complètement silencieux. Il ne réagit plus à aucune sorte d'influence ou de suggestion. Déjà cessé d'avoir des visions et n'est plus enchevêtré dans le passé ou conditionné par celui-ci. Cet état d'immobilité est absolument essentiel. Le cerveau est le résultat de siècles de temps. C'est le résultat biologique du zoo, de l'influence de la culture, de toute la structure psychologique de la société. Et ce n'est que lorsque le cerveau est silencieux, complètement immobile, mais vivant et non endommagé par la discipline, le contrôle et la répression, ce n'est qu'alors que l'esprit peut commencer à fonctionner. Mais cette immobilité absolue du cerveau n'est pas un état qui peut être produit. Il est né naturel et facilement, une fois jeté à la base, quand il n'y a pas de division de penseurs et de pensées. Tout cela fait partie de la méditation. La méditation n'est pas à la fin. Jeter la base, c'est être exempt de peur, d'affliction, d'effort, d'envie, de cupidité et d'ambition. Libre de toute la structure psychologique de la société. Quand, grâce à la connaissance de soi, le cerveau n'est plus une machine à accumuler et elle est calme, calme et silencieuse. Il doit atteindre cet état de silence, car sinon, ce ne sera pas vraiment une personne religieuse. Vous jouerez simplement avec des choses qui ne signifient rien. Vous pouvez vous appeler chrétien, hindou, bouddhiste ou autre. Mais ces mots sont un simple résultat de la propagande et n'ont aucune valeur pour l'homme vraiment religieux. Mais quand il y a cet état de silence, alors cette immensité ineffable existe. Il n'y a pas d'acceptation, pas de rejet. Il n'y a aucune entité vivre l'immensité. Il n'y a pas d'expérimentateur. Et c'est la partie la plus merveilleuse de la chose. Il n'y a que cet immense mouvement intemporel. Et, si vous y arrivez, vous verrez qu'il y a de la création. Peut-être que vous voulez poser des questions? Question. Quel est le but de la vie de l'homme sur cette planète? Réponse. Je ne sais pas pourquoi nous voulons un but. Vivre lui-même n'est pas un but. Mais notre vie est si méprisable, si mesquin, si laide, si médiocre. C'est un champ de bataille et nous souhaitons donc un objectif supérieur. Quelque chose à qui nous pouvons le consacrer. Un idéal, une utopie, un merveilleux ciel. Si je pouvais me libérer de toute cette excitation, j'aimerais savoir si je demanderais toujours le but de la vie. Je pense que je ne lui demanderais pas, car alors je vivrais une vie de plénitude, de richesse, pas d'une vie de souffrance, d'angoisse et de confusion. C'est parce que nous sommes confus que nous voulons de la clarté, mais nous ne trouvons pas un moyen de nous libérer de la confusion. Nous souhaitons quelque chose au-delà, et ainsi nous voyons, encore une fois, engagés dans la bataille dualiste, ce que c'est et ce qu'il devrait être. Je dirais que la vie est sans but. Mais cela ne signifie pas que vous devez accepter la vie ignoble que vous vivez maintenant. Au contraire, il doit le percer, détruire complètement la structure psychologique de la société.
Il découvrira ensuite par vous-même ce qu'une chose extraordinaire est la vie. Question. Il a dit que le penseur et la pensée sont une unité. Pourriez-vous expliquer cela un peu mieux? Réponse. Quelle est la pensée? La pensée est la réaction de la mémoire. Je vous demande où vous vivez et votre réaction est immédiate, car c'est quelque chose avec ce qui est bien familier. Le processus de réflexion est instantané, comme le fonctionnement d'un ordinateur, le cerveau électronique. Mais si vous posez une question plus difficile, il y a un intervalle de temps. Un retard entre la question et la réponse, entre le défi et la réaction. Dans cet intervalle de temps, la réflexion fonctionne. La mémoire commence à se chercher la même réponse. Et passe un peu de temps et vient la réponse. Si vous vous posez une question encore plus difficile, vous dites que vous ne savez pas. Mais quand vous dites cela, vous voulez savoir. Prévoit de trouver la réponse, et donc vous consulterez une encyclopédie ou quelqu'un. Je ne sais pas est juste temporaire. Mais il y en a un que je ne connais pas, un état de ne pas savoir, de sens complètement différent. Jusqu'à présent, il y a toujours eu le penseur et la pensée. Vous dites que je ne sais pas, mais en fait, vous attendez de le savoir. Quand? Après tout, vous savez ce qui a appris. Il sera ajouté aux connaissances que vous avez déjà accumulées et pourra répondre rapidement la prochaine fois que vous vous poserez la même question. Ainsi, le vôtre, je ne sais pas, c'est vraiment un processus d'accumulation. Cependant, il y en a un, je ne sais pas, que c'est complètement différent, dans lequel il n'y a pas de penseur ni d'accumulation de pensée. Et c'est un fait qu'il ne sait pas. Et pour la plupart d'entre nous, cet état de ne pas savoir est quelque peu effrayant. Vraiment, nous ne disons jamais que je ne sais pas. Il y a toujours cette vanité à savoir. Le sentiment de supérieur, inférieur, et etc. Mais quand nous disons que je ne sais pas, sans tendance à souhaiter ni à attendre, il n'y a ni penseur, ni pensée. Ceci est un état de déni complet. Dans cet état de déni, l'inconscient ne peut pas être analysé. Il y a des experts, je sais, qui essaient de le faire, mais je ne le crois pas possible. L'inconscient ne peut pas être examiné par le conscient. Et je vous dis pourquoi. À travers les rêves, les suggestions, les symboles, divers messages, ils essaient l'inconscient de communiquer avec l'esprit conscient. Ces suggestions et ces messages nécessitent une interprétation, et l'esprit conscient les interprète selon leur propre conditionnement, leurs idiosyncrasies. Dans ces conditions, il n'y a pas de contact complet entre les deux, ni une parfaite compréhension de l'inconscient. Il est quelque chose qui, dans son intégralité, nous ne savons pas bien. Cependant, si nous ne nous comprenons pas et ne nous libérons pas de l'inconscient avec son fardeau historique, la longue histoire du passé, il y aura toujours une contradiction, un conflit, une bataille intérieure furieuse. Comme je l'ai dit, l'analyse n'est pas le moyen de comprendre l'inconscient. L'analyse implique un observateur, un analyste distinct de la chose analysée. Il y a une division. Et là où il y a une division, il n'y a pas compréhension, c'est l'une de nos difficultés, peut-être la principale difficulté, je serai libre de tout le contenu de l'inconscient. Une telle chose est-elle possible? Je ne sais pas si vous avez essayé de vous analyser. Analysez ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et les raisons, les intentions qui donnent naissance à vos pensées et vos sentiments. Si vous l'avez fait, je suis sûr que vous avez constaté que l'analyse ne peut pas bien pénétrer profondément. Après avoir atteint une certaine profondeur, il tient. Pour pénétrer profondément, il est enfin nécessaire à ce processus, qui est l'analyste en continu, et, en retour, commencer à écouter, voir, observer chaque pensée, sans dire que c'est correct et c'est faux, sans condamnation ni justification. Lorsqu'il est observé de cette manière, il est constaté qu'il n'y a pas de contradiction, et donc pas d'effort. Par conséquent, il y a une compréhension immédiate. Mais pour enquêter profondément, nous devons évidemment être exempts d'ambition, de concurrence, d'envie et de cupidité. Et c'est difficile à réaliser, puisque l'envie, la cupidité et l'ambition sont la substance même de la structure psychologique sociale que nous faisons partie. Vivre comme nous vivons
dans un monde fait de la cupidité et des désirs immodérés de la concurrence, devient un vrai problème librement de ces choses, sans être détruite par le monde. Si nous pouvons nous voir, nous réalisons à quelle vitesse la science et la technologie progressent partout. Bientôt, l'homme pourra voler vers la Lune. Beaucoup d'entre nous vont au jour de jour. Et nous nous ennuyons totalement du travail que nous avons fait. Et par conséquent, nous cherchons un moyen d'échapper à cet ennui. Et la religion offre une merveilleuse évasion. Où nous nous tournons également vers diverses formes de sens des sens, aux médicaments pour se sentir plus, pour en voir plus. C'est ce qui se passe dans le monde entier. Nous nous voyons dans un conflit perpétuel, non seulement en nous, mais toujours avec nos semblables. Toutes nos relations sont basées sur les conflits, ayant, sur l'acquisition, la force. Et lorsque notre esprit est attaché à un tel conflit, un tel désespoir et une telle anxiété, je ne vois pas comment nous pouvons aller trop loin. Mais nous devons aller loin. Nous devons détruire la structure psychologique de la société en nous-mêmes. Détruisez-le complètement. C'est sans aucun doute le problème suprême de notre existence, car nous vivons une vie très superficielle et cherchons à pénétrer profondément en lisant l'acquisition de connaissances, de plus en plus d'informations. Mais toutes les connaissances, toutes les informations sont toujours en surface. La question est donc vraiment la question. Comment une personne peut-elle vivre dans ce monde sans produire de conflits extérieurement et surtout intimement? Parce que le conflit intérieur dicte le conflit extérieur. Seulement qu'il est vraiment exempt de conflits à tous les niveaux, par ne pas avoir de problème psychologique d'aucune sorte, elle peut savoir si quelque chose existe au-delà des siens. Essentiellement, notre problème n'est pas comme gagner plus d'argent ou comment abolir la pompe à hydrogène ou si nous devons rejoindre le marché commun européen. Ces problèmes ne sont pas profonds. Ils seront ajustés et contrôlés par des facteurs économiques, des événements historiques et des innombrables pressions des gouvernements, des sociétés et des religions souverains. L'important est de pouvoir nous combiner. Non pas parce que nous nous rétractions de devenir moines ou religieuses, mais pour la véritable compréhension de toute leur signification. Nous devons découvrir par nous-mêmes s'il est possible d'être complètement exempt de la structure psychologique de la société. Il convient de mentionner, sans ambition. Je dis que c'est parfaitement possible, mais ce n'est pas facile. Il est très difficile d'être libre de l'ambition. L'ambition implique plus. Plus implique du temps. Et le temps signifie arriver, atteindre. Nier le temps, c'est être libre de l'ambition. Je ne veux pas dire à l'heure chronologique, celui-ci ne peut nier. Parce que si nous le faisons, nous sommes risqués de perdre la conduite. Mais le moment psychologique que nous avons créé nous-mêmes afin de devenir quelque chose intérieurement, cela peut être nié. Et cela signifie vraiment mourir pour demain sans désespérer. Comme vous le savez, il y a des personnes intellectuelles très subtiles qui ont examiné les processus externes de l'homme, ont examiné la société avec leurs guerres sans fin, ont examiné les églises avec leurs croyances, leurs dogmes, leurs sauveurs, puis se sont transformés en désespoir et, en vertu de ce désespoir, ils ont conçu une philosophie d'acceptation de l'immédiat. Ne pas penser à demain, mais vivre aussi complètement que possible dans le maintenant, ne fait référence à rien de tout cela. Tout individu matérialiste et superficiel peut le faire. Et vous n'avez pas besoin d'être très intelligent. Et c'est tout malheureusement ce que nous faisons presque. Nous vivons pour aujourd'hui et durent aujourd'hui dans de nombreux tomorrows. Je n'ai rien de tout cela à l'esprit. Je me réfère au refus ambition totale et meurs immédiatement psychologiquement à la structure sociale, afin que l'esprit ne s'améliore jamais dans le temps, l'ambition, le désir d'être ou non quelque chose.